On dira par exemple d'un journaliste qu'il est très bon parce qu'il est dans le même centre d'intérêt que nous. Dès qu'il sort de ce centre d'intérêt, on aura tendance à dire qu'il est mauvais. Donc la perception que l'on peut avoir change en fonction des acteurs, en fonction des intérêts qui sont défendus, en fonction des intérêts qui sont en présence. Et puisque nous ne défendons pas toujours les mêmes intérêts, nous n'avons pas toujours les mêmes causes, nous n'avons pas toujours les mêmes orientations, alors finalement, pour moi, le journaliste qui est bon, l'homme de médias qui est bon, qui est un vrai professionnel, c'est quelqu'un qui défend les intérêts que moi je défends. Donc, si finalement, sur tous les plans économiques, social, politique, académique, il est sur la même ligne que moi, je dis que c'est le meilleur. Par contre, lorsqu'il dit des choses qui ne vont pas dans le sens de mes propres intérêts de façon générale, j'aurais tendance à considérer qu'il est mauvais. Et c'est comme ça que nous avons tendance à étiqueter, à juger en fonction de nos propres intérêts. C'est peut-être ça, le plus grand souci que nous avons. Et donc, des fois, nous-mêmes, nous poussons le professionnel des médias à être sur un autre champ qui n'est plus le champ de l'objectivité et de la neutralité. C'est nous-mêmes qui le poussons. C'est nous-mêmes qui disons, pour être bon, voilà ce qu'il faut dire. Je ne sais pas si vous ne dites pas ce que nous ne voulons pas entendre, vous n'êtes pas bon. C'est aussi simple que ça. Et tant que vous dites des choses que nous voulons entendre, vous êtes le meilleur, vous êtes l'excellent. Donc nous-mêmes, nous le poussons à se déplacer. Alors c'est cela qui est, et à partir de ce moment-là, peut-être qu'il est important que ce professionnel intègre cette dimension, et qu'il puisse résister. Résister par rapport à un certain nombre d'influences externes, pouvant le pousser à être dans un jeu d'intérêt. Parce qu'encore une fois, la société, c'est aussi une confrontation d'intérêts. C'est des pôles qui sont différents et qui portent des intérêts différents. Et à partir de ce moment-là, bien entendu, le professionnel des médias, c'est un peu difficile pour lui, parce que tant qu'il répond à l'intérêt d'un groupe bien donné, il n'y a pas de problème, il est le meilleur, mais quand il en sort, et donc beaucoup d'influence, c'est des enjeux énormes qui se jouent autour de lui, et des fois, lui-même, s'il ne prend pas conscience de ça et qu'il ne résiste pas, il risque de tomber dans le piège de ces confrontations d'intérêts. Donc, quand on parle des gens qui reçoivent les informations, ils ont besoin d'un esprit critique, mais de la même manière, le professionnel des médias a besoin lui aussi de cet esprit critique et qui lui permet de faire attention aux influences multiformes qui s'exercent sur lui. Et ces influences, c'est sa famille, ces influences, ce sont ses amis, ces influences sont ses collègues, c'est le milieu dans lequel il travaille. C'est un ensemble d'influences qui s'exercent sur lui et il est absolument difficile pour lui aussi d'échapper à ces influences, mais qu'il intègre ce phénomène et qu'à partir de ce moment-là, il se dise que je dois toujours faire attention. Donc, je dois regarder, je dois reconsidérer, je dois réorienter, je dois m'interroger avant de dire quoi que ce soit, sinon je risque de tomber dans le piège du jeu d'intérêt. Oui, en fait, c'est le niveau aussi de formation, c'est le niveau d'information. Vous avez des communautés, vous avez des familles d'acteurs qui des fois ont un niveau de formation aux médias qui est un niveau très faible et qui ont tendance à dire, puisque tel l'a dit, c'est vrai. Donc, ils ont tendance à accepter beaucoup de choses qui viennent sans pour autant mettre le filtre. À partir de ce moment-là, ça pose problème. Or, on sait que dans nos pays, le niveau d'analphabétisme est très très élevé. Le taux d'analphabétisme est très très élevé dans notre pays. Et il ne suffit pas seulement d'être scolarisé pour ne pas être analphabète. Je crois que c'est important. Hein? Oui, il ne suffit pas seulement d'être scolarisé. En fait, ici, ce dont il s'agit, c'est comment déployer un esprit critique et mettre en place un filtre par rapport à tout ce que je reçois et qui me vient de l'extérieur. Et cela est excessivement important parce que sinon, je tombe dans ce que dans le domaine de la science, on appelle les obstacles épistémologiques. Le savant lui-même, il est manipulé. Et il doit faire face à ces obstacles-là qu'il appelle les obstacles épistémologiques. Et l'un des obstacles épistémologiques les plus profonds et les plus complexes, c'est l'opinion. C'est des choses qui me viennent du milieu dans lequel je suis. Par exemple, pendant longtemps, les gens ont dit et les gens continuent de dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En Wolof, on dit « Jantibi fenkna ». Après, on dit « Jantibi sona ». Donc, on continue de dire que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et c'est ce qui fait que lorsque les premiers savants ont dit que non, ça ne se passe pas comme ça, le soleil ne se lève pas et le lune ne se couche pas, les gens les ont taxés de fous. Et pourtant, c'est eux qui avaient raison. Mais ils étaient dans un contexte avec une opinion dominante.
Et cette opinion voulait effectivement que le soleil se levât à l'est et se couchât à l'ouest. Ça devait se passer comme ça, pas autrement. Et quiconque ose dire une chose qui est différente de ça est considéré comme un marginal. Donc c'est un contrevenant que de dire que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Alors, donc on comprend pourquoi ces gens-là, quand ils ont dit que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas, Newton établit la loi de la gravitation universelle. Plus tard, mais bien avant Newton, il y en a qui avaient commencé par parler du géocentrisme, c'est-à-dire l'idée que, de l'héliocentrisme plutôt, l'idée que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas, le soleil est fixe, c'est la Terre qui tourne autour d'elle-même et qui tourne autour du soleil. C'est ça que l'on appelle l'héliocentrisme. Mais les premiers qui ont eu à dire ça, mais ils ont été, vous le savez mieux que moi, ils ont été exclus de la communauté et même tués. Et pourtant, ils avaient raison. Giordano Bruno a été exécuté en 1592 pour avoir dit que le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Et c'est plus tard seulement que Newton établit la loi de la gravitation universelle. Donc, de la même manière, nous avons des groupes, des communautés qui ont un niveau de formation et d'information plus ou moins faible et qui ont tendance à suivre plus ou moins aveuglément la masse. L'exemple que je donne le plus souvent, regardez ceci. Un couple qui a vécu pendant longtemps sans avoir d'enfant. Et le couple avait fini par adopter un chien. Et le couple avait entouré le chien de tendresse, d'amour et d'affection comme si c'était son bébé. Le chien était bien traité, il était heureux. Malheureusement pour ce pauvre chien, quelques années plus tard, la femme est tombée enceinte et a mis au monde par la suite un joli bébé. Et à compter de la naissance du bébé, le couple a commencé à délaisser le chien, à marginaliser le chien et à ne focaliser désormais son affection et son attention que sur le bébé. Le chien s'est senti trahi, cela lui a fait mal. Un jour, le couple s'est mis sur la terrasse pour prendre une croûte. Au même instant, le bébé dormait en bas dans le salon. Le chien était aussi en bas dans le couloir à côté du salon. À un certain moment, le monsieur s'est rappelé que le bébé était en bas et que le chien était aussi en bas. Il a pris rapidement les escaliers et quand il est arrivé à hauteur du couloir, il s'est aperçu que la gueule du chien était tachetée de sang et que le chien était en train de ronger un os. Le monsieur entre dans sa chambre, prend son revolver et tue le chien. Après, il entre dans le salon et il s'aperçoit que le bébé était en train de dormir tranquillement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bête qui est entrée dans la maison, qui a voulu mordre le bébé et le chien n'a fait rien d'autre que tuer cette bête-là. Descartes nous dit qu'il faut éviter soigneusement la précipitation et la prévention et n'accepter aucune chose pour vraie avant de la connaître évidemment comme telle. Alors cela, c'est cette pensée critique, c'est cet esprit critique qui doit nous pousser à entrer dans le salon, vérifier d'abord avant de tuer le chien. On a parlé tout à l'heure de l'ouvrage que je viens de publier et j'évoque largement cette problématique et j'ai même fait une cartographie un peu sous forme de mini-étude sur la désinformation au Sénégal et ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. La désinformation actuellement, la lutte contre la désinformation ne doit plus juste se limiter à lutter contre les fake news, c'est-à-dire le fact-checking. La lutte contre la désinformation doit être beaucoup plus globale, c'est-à-dire comment faire pour minimiser l'impact des fake news sur la population. C'est là où le défi se trouve actuellement. Les fake news existent, elles continueront d'exister. Maintenant, comment faire pour minimiser leur impact? Et c'est là où intervient un volet très important, c'est-à-dire l'éducation aux médias, au numérique, à l'IA, etc. Et ça prend plusieurs formes. Parce qu'on sait tous qu'on fait face à une infobésité et à un flux informationnel que personne ne peut contenir. Nous sommes tous confrontés à cette situation, même nous en tant que journalistes. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de mettre en lumière certaines situations. Et ça m'a permis de mettre en place quelques indicateurs pour pouvoir y arriver à cette mini-étude. 11 indicateurs au total, juste pour donner une idée sur ça. Il y a la thématique, par exemple, et les interactions et les différents effets. Donc ça m'a permis de comprendre que 68% des vérifications sur un an, c'est une étude de 2024 à 2025, les vérifications ont concerné une quarantaine de fact-checks et de fiches d'information. Les fiches d'information, rapidement, c'est juste des éléments pour présenter un fait et l'expliquer. Donc ça a permis de comprendre que 68% de ces vérifications ont concerné la politique et le droit. C'est-à-dire, au Sénégal, il y a eu plus de fake news qui ont concerné la politique et le droit, selon moi, mon étude. Donc ça nous a permis aussi de savoir que la santé publique et l'économie arrivent juste derrière la politique. Et ce sont ces trois grandes thématiques que j'ai appelées les nids de la désinformation. Pourquoi les nids de la désinformation? C'est lié à trois grandes choses. Premièrement, les populations, on assiste actuellement à une polarisation de l'espace public. C'est-à-dire que tous les débats sont politisés. Et même c'est une politisation à outrance des débats. C'est-à-dire quand la Cour des comptes
publie aujourd'hui un rapport, ou bien le Conseil constitutionnel qui donne une décision, chacun l'étudie, ou bien l'analyse, ou bien publie selon l'angle politique où cette personne-là se trouve. Donc cette politisation-là, ça s'applique aussi aux sujets économiques. Et pour les sujets économiques, il y a une dose de mésinformation qui s'ajoute là-dedans parce que les gens ne maîtrisent pas les courants économiques, parfois aussi même les termes, la terminologie économique, dette publique, déficit budgétaire, tout ça. Donc ça amène à une méprise un peu des débats et ça fausse tout. Donc on reprend les publications de ceux en qui on a confiance alors que peut-être ils n'ont pas du tout la meilleure compréhension. Donc ça nous amène aussi à une autre problématique qui est la santé publique. Et je dis que sur TikTok, on joue littéralement avec la vie des gens. On connaît tous des chimistes qui sont sur TikTok, qui véhiculent des fausses informations et qui font de la désinformation à grande échelle, qui vont même jusqu'à tuer des personnes. Et tout le monde semble ne pas du tout être disons, concerné par cette lutte. Donc ces trois thématiques-là, je pense que ce sont les nids de la désinformation au Sénégal. Et il y a aussi d'autres types qui ont occupé moins de 5% dans cette étude, comme la religion, la sécurité aussi, publique. Voilà, donc pour savoir aussi que la désinformation, ce n'est pas juste la politique et le droit, il touche aussi d'autres secteurs qui nous rassemblent tous. Et ce qui est important dans la désinformation au Sénégal, c'est de savoir que le Wolof est un peu notre bouclier. C'est-à-dire qu'il y a moins de pénétration, en fait, des narratifs étrangers, parfois, sur nous, s'ils ne sont pas traduits plutôt. Par exemple, un narratif qui nous vient, je donne un exemple du Mali, où c'est en français, il n'aura pas le même impact s'il est traduit en Wolof. Donc, ça veut dire que les populations sénégalaises, en tout cas, ils sont, la population plutôt, elle est vulnérable quand la fausse information est en Wolof. Donc, ce qui fait qu'on capte plus ce qui est en Wolof que ce qui est en français. Donc, le Wolof est aussi notre force que notre faiblesse. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de savoir que les langues locales jouent aussi un rôle très important dans la désinformation et pour éviter aussi la désinformation. Et pour rapidement les acteurs de la désinformation au Sénégal, on a les politiques. Ils les informent beaucoup, les hommes politiques là que vous voyez. On a aussi ce qu'on appelle en tout cas, ce sont des personnes qui se sont organisées pas de manière formelle. Ça repose même le débat de la politisation ou de la polarisation de l'espace public. C'est-à-dire on a de gros comptes fantômes actuellement qui pullulent notre espace numérique. On n'a aucune idée de qui sont derrière. On ne connaît pas leur visage et qui passent tout leur temps à donner des fausses informations. On les voit tous les jours et ce sont des gens qui sont repris énormément, parfois même par les médias. Et ce qui est important, c'est le point par lequel je voulais chuter, c'est que les médias sont moins dans la désinformation par rapport aux réseaux sociaux. Si on fait une comparaison, il y a plus de désinformation au niveau des réseaux sociaux qu'au niveau des médias. Et cela est dû à quoi? Au fait que les médias ont perdu le monopole de l'information. Nous ne sommes plus les premiers artisans de l'information brute. D'autres sont accaparés de l'espace public, ils informent et ils désinforment au détriment des médias. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, un média peut publier un article dans un petit article ou bien une brève au niveau de son quotidien. Personne ne voit, mais il suffit juste qu'une personne fasse une photo pour publier sur les réseaux sociaux et que boum, la désinformation s'amplifie de plus en plus. Donc c'est vraiment quelques points que je voulais partager avec vous sur les réflexions quand même que j'ai eu à faire qui ont concerné, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 an de vérification. Moi je crois que la collaboration doit se faire autour de la vérité. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est que certains citoyens peuvent travailler à influencer le journaliste. Donc, comme j'ai dit, si vous voulez être bon, il faut dire ce que nous voulons entendre. C'est aussi simple que ça. Hein? Si vous voulez être bon, il faut dire ce que nous voulons entendre. Si vous dites autre chose, c'est que vous êtes mauvais. Donc, c'est ça. Je crois que dans cette collaboration, travailler dans le sens de l'émergence de la vérité et de la vérité seulement. Je peux dire des choses qui sont vraies, mais qui ne vous arrangent pas. Or, certains d'entre nous ne s'intéressent qu'à ce qui les arrange. Georges Clemenceau parlait des saisons du mensonge. Il dit qu'il y a 3 grandes saisons du mensonge. La première saison, c'est avant les élections. Beaucoup de mensonges avant les élections. Deuxième saison, c'est pendant la guerre. Beaucoup de mensonges pendant la guerre. Troisième saison, c'est après la chasse. Quand les gens reviennent de chasse, il y a beaucoup de mensonges. J'ai tué un lion, j'ai tué une panthère, etc. Et puis après, nos langues, c'est quoi nos langues finalement? Quand je dis... Boy, demain, dina jaar sa galé, ñu tek ñaan inshallah.
je parle quelle langue? Boy, demain, dina jaar sa galé, ñu tek tian, Inch'Allah. C'est quelle langue ça? Français, anglais, arabe, c'est un mélange de tout quoi. Inch'Allah, anglais, arabe, tout hein. Voilà comment nous parlons. Et donc, dans ce type de message qui devient de plus en plus codé, il y a une grande possibilité de chercher à s'adresser à une communauté et donc à laisser une autre communauté en rade. Parce que quand je veux véhiculer certaines informations, je les camoufle d'une certaine manière. Je parle à une micro-communauté et vous avez une grande communauté qui est exclue. Et à partir de ce moment-là, oui, je peux segmenter un message, me dire que moi, je m'adresse à une micro-communauté, la grande communauté ne m'intéresse pas. Et ça, on le voit très souvent dans le discours de certains d'entre nous, qui peuvent émettre un discours, mais destiné à une micro-communauté. Et quand ils auront à parler à la grande communauté, ils vont utiliser un autre lexique. Donc, il y a le lexique qui, si vous voulez, du camouflage, adressé à une petite communauté, mais quand c'est la grande communauté maintenant, j'utilise un tout autre lexique et les deux discours peuvent être totalement différents. Quand je vous assure, je passe du français au wolof, je ne dis plus la même chose. Donc, je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de vigilance à ce niveau-là. Le gars, il a parlé en français, après il dit, bon, ce que j'ai dit en français, je vais le dire en wolof. Alors, vous croyez qu'il va reprendre mais je vous assure que c'est deux discours totalement différents. Parce que c'est destiné à des publics différents et à des consommations différentes. En conséquence, je crois que nous devons faire preuve de beaucoup de vigilance, de beaucoup de lucidité. Dans un contexte où la manipulation, je crois qu'on va le dire avec beaucoup plus d'autorité que moi, dans un contexte où la manipulation devient de plus en plus massive. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous-mêmes qui pensons que nous avons la possibilité d'échapper à la manipulation, nous-mêmes, nous n'échappons pas. Et elle vient de tous les bords, et elle est à côté de nous, et des fois, nous-mêmes, nous sommes peut-être les acteurs de notre propre manipulation. Donc, je crois que c'est un élément qui est très profond, qui entraîne des dimensions économiques, on l'a dit, économiques, psychologiques, économiques. Hein, ça, on n'a pas besoin de faire un portrait là-dessus, on le sait, des fois. Économiquement, j'ai besoin de quelque chose, en conséquence, je risque de tomber dans le travers de la manipulation politique, psychologique, etc. Et donc, je crois qu'il faut en avoir une approche systémique pour nous assurer, encore une fois, que nous gardons la lucidité par rapport à l'information. C'est excessivement important. Je termine par dire que même dans toutes les religions révélées, la parole a été considérée comme un élément essentiel, comme un élément central. Au commencement était le Verbe. Voilà ce qu'a dit la Bible, l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe. Dieu a créé le monde à partir du Verbe. Il a dit soit et les choses sont. Dans la religion musulmane, on parle souvent de khul, qui signifie dit. Donc, on a le message, on a le messager. Et en conséquence, le discours est excessivement important. Ceux-là, je crois, qui sont les professionnels des médias, de leur propagation, etc., doivent faire aujourd'hui, plus que jamais, preuve de beaucoup de vigilance et d'attention par rapport à certaines informations que nous recevons. Je suis malheureusement obligé, moi, de partir parce que je dois participer à une autre activité. Je remercie encore une fois la Convention pour l'invitation qui m'a été faite et je souhaite une excellente suite à vos travaux. Merci, Madame la modératrice. Merci beaucoup, professeur. Sur ma table, il y a plusieurs travaux. Effectivement, il y a des travaux sur les médias, mais aussi il y a des travaux concernant spécifiquement des problématiques de communication pour le développement. Actuellement, je travaille sur l'intégrité de l'information dans le cadre des élections présidentielles, notamment en Côte d'Ivoire. Donc, depuis l'année dernière, j'étais dans un travail de monitoring sur les dynamiques de désinformation, les acteurs de la désinformation et faire une cartographie. Et c'est un sujet qui est passionnant. Problématique première, c'est qu'on a l'impression que quand on parle de désinformation, c'est nouveau. Premier préjugé à enlever, c'est pas nouveau. La désinformation, tous ces troubles liés à l'information sont liés, en fait, moi je ne suis pas journaliste, je ne vais pas parler de faits, mais par rapport à la vérité, la question de la vérité. Donc, le professeur Djibi Diakhaté a donné quelques références issues des religions que nous connaissons, qui sont des principes importants pour nous. Par exemple, le Coran dit « Fas'alou ahl zikri in kuntum la ta'lamun ». Allez retourner aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, si vous avez des doutes par rapport à quelque chose qu'on vous transmet, allez demander à ceux qui sont autorisés à transmettre cet élément-là.
Dans la culture mandingue, il y a toute une éthique autour de la parole, autour du droit à la parole. Et c'est des éléments qui sont ancrés dans nos traditions et que nous gagnerons peut-être à incorporer dans notre travail au quotidien. Donc, quand on parle aussi de désinformation, il y a toujours un écosystème. Et cet écosystème-là, au Sénégal, obéit aussi à un certain nombre d'éléments qui sont peut-être liés à des mutations. Le monde des médias sénégalais a beaucoup changé. Avant 2000, on va dire, Internet commence en 95 à peu près au Sénégal. En 95, ce n'était pas un Internet grand public. C'était juste quelques personnes, quelques organisations qui avaient accès à Internet. Mais c'est à partir des années 2000, et notamment surtout dans la période 2012, qu'on voit l'explosion en fait des usages sur Internet, notamment avec le Web 2.0, qui permet d'impliquer les individus, ce qu'on appelle les pro-am, les professionnels amateurs, ou tout simplement les amateurs, et qui leur permettent du coup de créer des comptes, de mettre des contenus en fait dans cet espace numérique-là. Et c'est ça qui va constituer un des piliers importants de la mutation du secteur médiatique au Sénégal. Parce que ces individus-là vont commencer à s'intéresser à l'information, parce qu'il y a un certain prestige en fait lié au statut de journaliste. Tout le monde a rêvé quelque part d'être journaliste, parce que cette prééminence que le micro vous donne dans l'espace public, que l'écran, que la radio vous donne dans l'espace public. Et d'abord, on a des informaticiens, l'exemple de Sénégal, des informaticiens, des ingénieurs informaticiens qui viennent s'intéresser aux médias et créer des portails d'information. Après, on va avoir Facebook qui apparaît et des individus vont s'imposer dans le secteur des médias. Alors, la mutation, elle est d'abord d'ordre technique, avec des outils qui facilitent la participation, la publication de contenu dans l'espace numérique et accessible au grand public. Première mutation, technique. Deuxième mutation qui va impacter, c'est la question des pratiques. Qu'est-ce que je fais avec l'outil? La maîtrise des outils, d'abord, et qu'est-ce que je fais avec ces outils? Qui va donc impacter sur ce que nous consommons comme prix, comme de l'information, et ce que vous faites, vous, en tant que journaliste. L'arrivée de nouveaux acteurs, aujourd'hui, on parle des influenceurs, mais avant les influenceurs, il y avait les activistes. Pendant la période 2012, je peux en citer, mais qui ont lourdement pesé déjà dans le monde politique, mais par ricochet, qui ont commencé progressivement à entrer dans le monde des médias, et ça sur le modèle de Souleymane Jules Diop, avec son podcast Dégg Dëgg. Okay? Des mutations techniques, puis des mutations en termes de pratiques, d'outils, et d'implication de nouveaux acteurs, qui transforment donc fondamentalement le champ des médias, accolé aussi à des logiques économiques, d'une part, donc qui consistent en de la rentabilisation, de l'optimisation, avec tout le phénomène des buzz et autres, mais aussi associé à des postures individuelles. Parce que finalement, le journaliste, et vous le voyez, essaie de se positionner dans l'espace public, en personnalisant son activité informationnelle et en essayant de capitaliser en fait, on va dire, de la sympathie et qui fait concurrence même à son propre média finalement. Et vous pouvez voir des journalistes qui travaillent dans des rédactions, mais à côté, ils ont leurs propres pages, leurs propres outils où ils fabriquent de l'information et la diffusent. Et leur modèle individualiste, entre guillemets, va commencer à intégrer des phénomènes de concurrence, mais aussi des phénomènes de starification liés à une audience qu'on est en train de rechercher, qu'on nourrit, et que cette audience aussi a ses demandes, qui vont finalement vous enfermer dans un cycle, dans une boucle, avec des phénomènes de dépendance, mais aussi vous êtes en train de travailler en essayant de répondre à une offre qui n'est pas spécifiquement informationnelle, mais qui a de l'ordre de l'identification et du positionnement. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, Jerry parlait de polarisation. Nous au CESTI, avec ma collègue Dr Yacine Diagne, on parle de polarisation algorithmique, puis de polarisation informationnelle, politique. Moi, je parle même de polarisation spirituelle ou religieuse. Mais c'est des phénomènes qui sont là, qui ont conduit à des mutations
on n'a pas encore fini de subir les mutations parce que l'intelligence artificielle qui est là continue ses transformations et on voit de nouvelles pratiques journalistiques émerger, mais aussi des individus qui n'ont pas suivi la formation de journalisme et qui s'imposent dans le secteur des médias et qui font concurrence aux journalistes, de sorte qu'il y a une problématique centrale ici, c'est le citoyen lambda n'arrive plus à savoir ce que c'est qu'une information. Pour moi, le journaliste a encore le monopole de l'information, parce que pour moi, la définition de l'information, au sens journalistique du terme, c'est quelqu'un qui est habilité à produire de l'information. Il a été formé selon des règles qui sont codifiées. Il y a l'éthique, la déontologie, un ensemble de pratiques qu'on enseigne dans les écoles. Moi, je suis du CESTI, mais on enseigne le journalisme, on enseigne aux gens comment on collecte, on traite et on fabrique donc de l'information, la diffuse. Et donc, pour moi, le monopole de l'information, c'est aux journalistes. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'à côté de l'information, moi, je parle de contenu. Les individus qui s'aventurent dans l'espace médiatique proposent des contenus à vocation informative, ce qui est une différence colossale. Parce que ces contenus-là obéissent à des logiques économiques, à des logiques qui sont des intérêts, d'influence, des logiques politiques, etc., et qui autorisent du coup des non-journalistes à investir ce secteur-là, à contribuer à le transformer durablement et d'une transformation qui échappe même aux acteurs principaux du secteur. Disons qu'au Sénégal, nous avons une législation très répressive en ce qui concerne la désinformation. Pourquoi je le dis? Quand vous prenez notre arsenal juridique, le Sénégal a ratifié toutes les conventions quand même imaginables ou inimaginables. Le Sénégal... Là, c'est bon, il faut parler dans le micro. Voilà. Il faut parler dans le micro quand même. Okay. Donc je disais que nous avons une législation assez répressive, même si le Sénégal a ratifié toutes les conventions imaginables. Nous avons ratifié la déclaration des droits de l'homme et du peuple de 1789. Nous avons ratifié la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous avons ratifié également la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Et ces chartes-là sont intégrées dans notre charte fondamentale, c'est la Constitution du Sénégal. Et en son article 8, cet article-là nous donne un certain nombre de libertés, la liberté de presse, la liberté d'opinion. Mais le dernier alinéa de cet article-là, l'article 8 en l'occurrence, dit que ces libertés-là sont encadrées par la loi. Et effectivement, nous avons une législation. Déjà, le code pénal que nous avons depuis 1965 est très répressif en ce qui concerne la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. La diffamation qui est définie par le code pénal comme toute imputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Il n'y a pas là-bas peut-être une connotation de fausses informations, mais comme ce sont des informations qui peuvent porter atteinte à l'honneur et à la considération, peut apporter l'exception véritatis pour dire que l'information est vraie, par conséquent, je n'ai pas diffamé. Sinon, le juge va chercher la bonne foi. Est-ce que véritablement la personne qui a délivré cette information-là était de bonne foi? Ça, c'est pour la diffamation. Mais en ce qui concerne la diffusion de fausses nouvelles, c'est une information qui est carrément fausse. Et à partir de ce moment-là, le juge quand même applique des sanctions assez sévères qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison. Parce que c'est réprimé d'1 an à 3 ans de prison. Et si vous prenez cette disposition-là, l'article 255 du Code pénal, la diffusion de fausses nouvelles est considérée et logée dans la même catégorie que les attentats ou bien même, disons, la diffusion de... Non, pas la diffusion de l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, voilà, le trouble à l'ordre public. Parce qu'il y a une disposition du Code de procédure pénale, l'article 139 en l'occurrence, qui dit que lorsque le procureur de la République vise les articles 56 à 100, ces articles-là parlent de participation à une manifestation interdite, atteinte à la sûreté de l'État, attentat, participation à une manifestation interdite, ce sont les articles 56 à 100. Si le procureur vise ces articles-là, à l'article 255 qui concerne la diffusion de fausses nouvelles,
même s'il requiert le mandat de dépôt, même le juge d'instruction a l'obligation de placer ce mandat de dépôt. Donc c'est considéré pratiquement dans la même catégorie que les attentats et consorts, donc c'est très répressif. Ça fait partie des articles les plus répressifs et cette disposition-là date de 1965. Après, nous avons une évolution. Si vous prenez le code de la presse qui nous concerne, nous, journalistes, et qui a été mis en place en 2017, là également, on réprime durement la diffusion de fausses nouvelles. Quand un journaliste diffuse une information qui s'est avérée fausse, lorsque le procureur s'autosaisit ou bien une personne porte plainte, à partir de ce moment-là, le journaliste tombe sous le coup de la loi et c'est des informations très répressives. Après, nous avons eu quand même l'avènement du numérique et le législateur sénégalais a pensé articuler tout simplement, adapter en quelque sorte notre législation. Et c'est ce qui fait que quand vous prenez la loi 2017 portant code de la presse, vous avez vu qu'on a une typologie de maisons de presse. Nous avons la presse écrite, la presse en ligne qui est intégrée. Et là également, il y a des obligations qui pèsent même sur les patrons de presse en ce qui concerne l'information. Et ils doivent respecter cette triptyque-là, collecter, vérifier et diffuser l'information pour s'assurer que l'information qui est donnée au public soit une information vraie. Le docteur l'a dit tout à l'heure, une information dans sa définition doit être nouvelle, doit être complète, mais doit être vraie. Et ce qui fait que nous, on a l'obligation véritablement de respecter ces trois étapes-là, cette triptyque-là, qui concerne à collecter l'information, la vérifier avec la règle de la triangulation que tout le monde connaît, avant de la diffuser pour s'assurer que l'information est vraie. Si cette information n'est pas vraie, à partir de ce moment-là, nous tombons sous le coup de la loi. Ça a évolué avec l'avènement des plateformes. Il a dit que Internet est arrivé au Sénégal en 1995. Effectivement, le Sénégal a adapté sa législation en fonction de cela. Et nous avons une législation en 2008 et qui a été réactualisée en 2022. Et c'est la loi sur la cybercriminalité et sur la cybersécurité qui intègre également cet aspect-là. Et tout ce qui concerne une fausse information qui a été diffusée à travers les médias sociaux, en tout cas à travers les plateformes numériques, est réprimée durement, comme si c'était véritablement diffusé dans les médias classiques. Juste pour dire que nous avons une législation quand même répressive qui s'est adaptée au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous avons véritablement le juge, en tout cas, a une palette d'articles, de codes qui lui permet véritablement de réprimer la désinformation, la fausse information et de lutter convenablement contre la désinformation. Donc pour répondre à ta question, nous avons une législation assez répressive au Sénégal et qui s'adapte au fur et à mesure, voilà, au fur et à mesure. Donc, je pense que ce qu'il faut déjà faire, c'est connaître ses droits, mais connaître également ses limites. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons quand même un certain nombre de traités internationaux qui donnent une certaine liberté à toute la population d'ailleurs. Ce n'est pas qu'aux journalistes, c'est les populations qui ont une certaine liberté. La liberté d'opinion, c'est consacré par les traités, c'est consacré par la Constitution et c'est consacré par nos textes également. La liberté d'opinion, la liberté de presse, ce sont des libertés qui sont consacrées. Mais comme je l'ai dit, l'article 8 de la Constitution dit que ces libertés sont encadrées. Ce n'est pas parce que vous avez cette liberté-là de dire ce que vous pensez que vous avez le droit également de porter atteinte à la considération d'une personne, de donner des informations à caractère personnel, voilà, d'éplucher la vie privée d'une personne, ou bien même de donner des informations à caractère qui peuvent véritablement nuire à l'État du Sénégal, à l'État d'une manière générale. C'est pourquoi quand vous prenez la législation d'une manière générale, on dit que vous avez le droit de tout dire, mais sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ça, c'est de manière générale. De manière spécifique, quand vous allez dans les articles là, c'est détaillé. Vous prenez le code de la presse, l'article 5 déjà du code de la presse dit que le journaliste a le droit d'aller chercher des informations, mais sous réserve. Sous réserve du respect du secret défense, du respect de l'ordre public, du respect du secret de l'instruction, du secret de l'enquête et de la législation applicable à certains lieux. Vous allez dans d'autres articles également, on vous dit que le journaliste n'a pas le droit de déformer les faits, n'a pas le droit de donner des informations qui sont avérées fausses. À partir du moment où vous donnez ces informations-là, vous tombez sous le coup de la loi. Ces lois-là, quand on prend une loi,
une loi est impersonnelle. C'est une loi qui s'applique aussi bien sur les journalistes, mais qui s'applique également sur d'autres personnes. Je donne l'exemple de la diffamation. On a l'habitude de dire que la diffamation, c'est un délit de presse. Quand on parle des délits de presse, on pense que c'est la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Mais vous parlez à un juge, il te dira que la diffamation, ce n'est pas un délit de presse, c'est une infraction par voie de presse. Une infraction par voie de presse. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ici au Sénégal, on a poursuivi des personnes pour diffamation, pour une infraction de diffamation, qui ne sont pas des journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à dire des choses qui ont porté atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne via des canaux qui sont considérés comme des canaux d'information publique et qui sont tombés sous le coup de cette législation, de cette loi-là. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit nous journalistes, que ce soit le politicien qui parle, que ce soit l'annonceur, que ce soit les personnes qui sont dans les réseaux sociaux, lorsqu'il s'agit de donner une information au public, cette personne-là doit s'assurer que l'information est vraie d'abord. Sinon, il tombe sous le coup de la loi. Le code pénal est là, qui réprime un certain nombre de choses. Le code de la presse, ça nous concerne, nous journalistes, qui réprime un certain nombre de choses. Mais les autres lois-là, notamment la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité, qui réprime un certain nombre de choses en ce qui concerne les plateformes numériques. Lorsqu'on donne une s'avère fausse, nous tombons sous le coup de la loi. Donc, pour répondre à ta question, oui, nous avons cette liberté-là de donner notre opinion, de participer au jeu démocratique. Nous avons cette liberté-là. C'est consacré par nos textes, mais nous avons des limites et nous devons connaître nos limites lorsqu'il s'agit de venir sur la place publique et de prendre la parole. Si on ne le fait pas, nous tombons sous le coup de la loi et les juges sont intransigeants en ce qui concerne ces dispositions de la loi.